mon impression sur ce qui a été dit. Peut-être que prendre un micro pour pouvoir... et bien entendu, j'ai réagi sur ce qui m'a particulièrement frappé. Et je pense que ça serait très intéressant aussi de voir à la fin les points qui vous ont frappé et que moi, j'ai pas vu. C'est aussi assez rigolo. Je suis à l'Université Paris-Saclay, au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Je vais commencer par l'exposé de François Levin, qui parle de la... Non, ça c'était l'expression plutôt d'Étienne, qui parlait de la résistible ascension de l'IA, le fait que la vocation, disons, impérialiste de l'IA est de commander tous les secteurs de l'activité, et jusqu'à quel point est-ce que c'est une position politique ou bien une affirmation journalistique, et grosso modo, qu'est-ce qu'on y peut? Et François a parlé des gains et des pertes. Le premier point étant, qu'est-ce qui échappe à l'IA, quelles sont les pertes? Et ça me rappelle un petit peu la discussion sur le fait de qu'est-ce qu'on perd quand on fait de l'homme la mesure de toute chose, qui est un vieux débat. On perd le bruit du vent tout seul dans les arbres. Et là, il a décrit, avec des références que, évidemment, je ne maîtrise pas, le fait que ce qui échappait au calculable, c'était tout ce qui était magique, le mana, tout ce qui était l'identité, et tout ce qui était aussi, finalement, le vivant. Et là, je ne suis pas sûre que... je suis d'accord. Si il y a plus dans la réalité que ce qu'on peut calculer, et même ce qu'on peut abstraire, mais j'ai l'impression que là, grosso modo, le procès qui est fait à l'IA est plus général. Je pense que là, ce qu'on voit, c'est que la carte n'est pas le territoire, que nous avons besoin de cartes pour opérer, mais évidemment, il y a beaucoup de chutes par rapport au territoire. Et il a parlé aussi, je suis tout à fait touchée, qu'est-ce qu'on peut y gagner? Il a rappelé qu'on avait l'espoir, grosso modo, de pouvoir, on a pu avoir l'espoir de remplacer ce qui était l'eureka, l'intuition immaîtrisable, par un art de trouver. Et on va trouver ça aussi dans l'exposé de Pablo Jensen sur la résolution de problèmes. Et la question est de savoir comment est-ce que l'IA peut nous aider à résoudre des problèmes que nous ne pourrions pas résoudre tout seuls. Et là, on va trouver un pan du dehors, et il va y avoir une deuxième ligne de force qui va arriver dans l'exposé, à part la perte due à l'abstraction, qui est le rôle du hasard. Et le fait que ce hasard intervient au milieu de la discussion et de l'IA, grosso modo, pour décoincer et pour permettre d'avancer quand un certain type de réflexion est bloqué. Il a parlé aussi des GAN, donc des Generative Adversarial Network, qui sont revenus à quelques reprises dans l'exposé. Et là, je pense qu'il faut aussi voir que ce qui est essentiel, bon, peut-être que je n'ai pas vu qu'il l'avait vu, mais bon, sinon on peut en discuter, mais je pense que quelque chose qui n'a pas été vu dans le rôle des GAN, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas nécessairement une. Qu'est-ce qui est plus fort qu'une intelligence artificielle? Deux intelligences artificielles qui discutent ensemble et qui se défient et qui discutent ensemble. Vous voyez, les GAN, c'est grosso modo, je vais internaliser le test de Turing, je vais me mettre un petit adversaire, un critique, sa tâche est beaucoup plus facile naturellement que celle du créateur, et je saurai que j'ai réalisé ma mission, moi, première intelligence artificielle, si je réussis à passer le test du critique. Alors il y a un autre point qui est le rôle de Darwin, qui va intervenir aussi à quelques reprises dans la discussion, et là c'est fort bizarre. Alors je pense que c'est Pablo aussi qui a dit la manière dont Hayek utilise Darwin, franchement, c'est pas Antoine Petit, mais c'est pas loin, bon voilà.
Et c'est quelque chose qui est... Darwin, ou plus exactement l'évolution, n'optimise pas, s'adapte. Et ça, c'est un point très essentiel parce que, grosso modo, une troisième ligne de force qu'on va trouver, c'est ok, qu'est-ce qu'on optimise? D'abord, est-ce qu'on optimise? Et si oui, quoi et qui définit ce qu'on optimise? Et il y avait un dernier point dans l'exposé de François Lévin que j'ai trouvé aussi très touchant, qui est le fait de dire ok, on a besoin d'un autre. Grosso modo, si je perds l'autre, je me perds moi-même. Et donc la question, c'est est-ce que la machine peut être cet autre? Vous avez remarqué, et ça c'est tout à fait rigolo, que dans la science-fiction, on commence par le fait que l'extraterrestre est un ennemi. Okay, vous vous souvenez, Orson Welles, etc. Et à un moment donné, eh bien, l'extraterrestre, en fait, c'est E.T. En fait, si on arrive à passer sur quelques débuts, l'extraterrestre peut nous apprendre beaucoup. Et la question est de savoir ce que, ici, et ce que la machine peut nous apprendre sur nous-mêmes. Donc voilà, donc évidemment, j'ai loupé plein de trucs, mais voilà ce que j'en ai retenu. Le deuxième exposé, qui est celui de Pablo Jensen, qui donc parle de Hayek, qui est quelqu'un qui mérite tout à fait d'être considéré et pris au sérieux. Et grosso modo, c'est la question de les réseaux de neurones sont-ils libéraux? Ok, je blague bien sûr. Enfin, c'est lui qui blague, mais la question est qu'est-ce que c'est que la résolution de problèmes? Donc il parle du fait que la planification, dans un contexte naturellement politique, la planification, on veut être sûr et montrer que ce n'est pas la meilleure façon de résoudre un problème. Qu'on a besoin de mains invisibles et, grosso modo, de résolution indépendante par des atomes, ou des neurones, ou des individus, qui ne connaissent qu'une partie du problème et qui ne sont pas capables et qui, grosso modo, n'ayant qu'une vue du problème, ne sont pas capables de faire prévaloir leur biais. Et la raison pour laquelle le tout est plus que la somme des parties, c'est exactement le fait que le tout va abstraire, par une opération quasiment magique, les biais de chacun des individus. Alors en fait, là, je fais juste une toute petite parenthèse techno, qui est que, en fait, dans les vrais réseaux neuronaux, vous savez que la plaie des réseaux d'une manière générale du machine learning, c'est le surapprentissage, l'overfit, et c'est quand on commence à apprendre, grosso modo, à apprendre le bruit, okay, à considérer que ce qu'on voit, c'est toute la réalité. Et en fait, dans les réseaux neuronaux, il y a beaucoup de neurones, il y en a plus qu'il n'en faut, ok. Et Benjo est réputé avoir dit, si votre réseau n'overfit pas, eh bien, il devrait. Okay, donc, rajoutez des neurones tant que vous pouvez. Et en fait, on voit que les neurones sont parfaitement capables de former des coalitions. Okay, il y en a beaucoup. Et donc, certains peuvent parfaitement apprendre à corriger les défauts d'autres neurones. Et c'est à ce problème-là, à cette pathologie, que répond une heuristique, bref, c'est quelque chose de très, très bien, qui s'appelle le drop-out. C'est-à-dire que, grosso modo, on va avoir dans toute notre assemblée de neurones, on va avoir le fait que, de manière aléatoire, on va tuer un certain pourcentage des neurones. De telle manière, les coalitions ne peuvent pas exister puisqu'on ne sait pas exactement qui est là à ce moment-là. Ok, et il dit aussi, les règles du marché sont plus intelligentes que les gens. Okay, la meilleure preuve, c'est qu'elles sont là et qu'elles ont dépassé le pan de la vie humaine. Et là, on retrouve aussi des trucs qu'on peut trouver typiquement chez Duflo. Le fait que quand on a accès à une longueur temporelle qui dépasse celui de la vie humaine, eh bien, on peut avoir accès à une sagesse qui dépasse aussi celle de l'individu. On a plus de profondeur de vue. Ici, je pense qu'il y a aussi un point aveugle qu'on va retrouver, qui est que on se met dans la résolution de problèmes, ok, mais qui définit le problème? Parce que l'adaptation, le contexte arrive. Les arbres vont noircir, les papillons vont noircir aussi, etc. Mais le contexte n'est pas
Il n'y a pas de quoi être parano face au contexte. Okay, le contexte, c'est le contexte. Enfin, là, on pourrait discuter. Là, hein. Bon. Okay, donc là, la question, c'est l'intelligence artificielle est une chose, l'économie en est une autre, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction à optimiser? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que justement le point essentiel, et peut-être le point aussi de l'intelligence, ça serait de revenir sur quelle est la fonction optimisée? Et là, on anticipe un petit peu sur la problématique de Daniel Bates. À la fin, Pablo Jensen, il propose en fait une vision hybride en disant, bon, voilà, plutôt que de mettre l'accent sur, disons, les faiblesses, on va aussi pouvoir dire que si on veut passer à l'échelle avec 10 milliards d'êtres humains, eh bien, on va avoir besoin d'un peu de coordination. Et la question est de savoir comment est-ce que l'IA peut nous aider à proposer des solutions et éventuellement à les sélectionner. Donc ici, en particulier, je pense à tous les essais qui se font autour de l'agriculture, qui sont des essais qui sont à l'échelle individuelle, et le fait que l'IA puisse être une technologie qui permet de verser tout dans un pot commun et de voir ce qui surnage. Daniel Bates, je n'ai pas compris tout à votre exposé, je dois dire, je n'ai pas tout compris, mais la question, ce que j'en ai compris, c'est le fait que les normes sont aussi une réponse, qu'il ne faut pas sacraliser les normes en tant que telles, mais que la crise impose une rupture et que ce qui répond aux ruptures, ce sont de nouvelles normes. Et que la machine hérite des normes, et bien entendu, les normes dont elle a hérité, elle les impose aux humains qui sont en face. Mais, et c'est ça la limite sur laquelle je pense qu'on peut revenir, la question est de savoir si la machine peut fournir ou non de nouvelles normes. La question est de savoir si la machine est réflexive et peut savoir si elle peut réfléchir sur elle-même jusqu'au moment où elle finira par détecter qu'en fait il faudrait changer les normes. Okay, et encore le fait de dire que l'intelligence artificielle n'est pas une, mais qu'on peut avoir tout un peuple d'IA sous un seul crâne d'IA, est une façon peut-être une façon de contourner cette limitation. Et là, il y a aussi quelque chose qui vient aussi tout à fait dans le paysage, qui est le human in the loop, mais pas au sens de Paola, mais le human in the loop au sens au sens où vous vous souvenez de Kasparov, qui imagine qu'il est en train de jouer aux échecs, mais qu'il est en train d'utiliser des paires dans lesquelles il y a l'être humain et la machine, et que, grosso modo, on a un système hybride. Et, une fois de plus, ici, le tout est plus que la somme des parties, en particulier de Human in the Loop. On est en train de dire que, grosso modo, l'intelligence artificielle, si vous voyez l'informatique, vous avez une première période, la période, disons, la voie royale, dans laquelle je sais ce que je veux et je vais le spécifier jusqu'au point où je pourrais pratiquement générer le programme et le prouver. Okay. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on essaye, enfin, qui normalement est fait dans les rames de métro ou dans les navettes spatiales. Bon. Mais si vous voulez avoir un programme qui reconnaît votre grand-mère, bien entendu, il faut de l'apprentissage, je ne peux pas spécifier le visage de ma grand-mère. Le troisième étage et celui vers lequel, la troisième phase, celle vers laquelle nous allons maintenant, à mon avis, c'est le fait de pouvoir écrire des programmes quand je ne connais pas tout, des conditions et des critères dans lesquels le programme sera amené à vivre ou à opérer. Okay, c'est-à-dire, grosso modo, on est en train d'essayer de faire quelque chose qui devra s'inscrire dans le futur, et là, il n'aura plus que la réaction des humains, utilisateurs, évaluateurs, pour pouvoir savoir où aller. Alors, Samuel, qui parle d'art, qui parle de technique, de symbolique et d'œuvre, et j'ai pas les codes en fait, j'ai pas les codes, donc je sais qu'il y a des nuances importantes entre les termes, typiquement les termes de technique et d'œuvre. Et je ne suis pas sûre que je maîtrise tout ça. Et donc, Samuel a parlé
d'interactions situées et de faire des retournements de situation. D'utiliser la machine comme une médiation. Vous vous souvenez cette scène orgiaque dans laquelle il y a des choses dans laquelle on fait de l'adaptation et de l'augmentation de réalité grâce à la machine. Et donc là, il y a un aspect dont je pense que ça serait très intéressant de développer, qui est effectivement l'impact de la machine sur la cognition. Il y a quelqu'un qui a parlé de Rouvroy, je pense que ça doit être Marie, qui a et le fait que, par exemple, le fait de vivre sans arrêt avec des machines, et qui n'ont pas du tout besoin d'être intelligentes, le fait que de vivre sans arrêt avec des machines va augmenter notre impatience. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Et donc ici, là, la question est aussi de passer à l'échelle, parce que vous voyez dans cette image dans laquelle on est en train, grosso modo, de ruser le mécanisme de reconnaissance, par exemple en s'embrassant devant la caméra ou en mettant dans une position un peu bizarre, de faire du sabotage. Il y a aussi des trucs très très rigolos dans les manifs. Une façon de tromper les caméras, c'est typiquement de porter un t-shirt qui ici a une image de visage. Et parce que ça crée un leurre. Okay. Et donc ici là, au-delà, je vais demander à Samuel de développer parce que là, je me rends compte que je n'ai pas compris, j'ai pas assez bien compris. Bon, je suis un discutant lamentable. Oui, tout à fait. Bon. Paola a parlé de la face immergée de l'iceberg, du lumpenprolétariat de l'information, du fait qu'on n'a jamais assez de données et le fait que ce soit un marché global le rend extrêmement déséquilibré. Le rapport de force, il est là. Le fait que certains pays se soient munis de chartes, ça c'est bien. Le fait que, ça me paraît bizarre aussi, comment ça se fait que, alors qu'on a des plateformes partout, comment ça se fait qu'on ne puisse pas faire une plateforme qui soit une plateforme syndicale, hein? Ça me... Et elle a insisté aussi sur le fait que l'éthique, si elle doit être à la sortie, doit aussi être dans le... Si elle est dans la fin, doit aussi être dans les moyens. Étienne, en ouvrant la journée, j'ai mis ça à la fin, le début à la fin, parce que je voulais vous raconter, il a parlé des erreurs, et là-dessus, je voulais vous raconter une histoire qui, à mon avis, est très instructive sur ce que peut et ne peut pas, et non pas ne pourra jamais, pas du tout ne pourra jamais, l'intelligence artificielle, qui est l'histoire de Hans le Malin. Donc c'est une histoire qui est rappelée, qui date des années 20 du XXe siècle, et qui est rappelée par Goodfellow, donc le père d'Egan, pour expliquer qu'en ce moment, en dépit des succès merveilleux du deep learning, on n'est pas très certain de ce sur quoi il y a de quoi pavoiser. Il raconte l'histoire de Hans le Malin, qui est un cheval, et son propriétaire dit ce cheval sait compter. Je vais abréger l'histoire, parce que c'est une super histoire, mais elle est très longue, et voilà. Et donc le propriétaire dit ce cheval sait compter. Il fait venir des tas de gens, et on dit au cheval, alors 3 plus 4, et le cheval tape du pied, et il s'arrête à 7. C'est merveilleux. Et il fait venir de plus en plus de gens. Et les conclusions sont claires, ce cheval sait compter. Et il sait compter même quand il n'y a pas son propriétaire dans la salle. Il commence à fléchir un peu quand il y a, c'est-à-dire à ne pas marcher, quand il n'y a personne qui connaît la solution dans la salle. Et à un moment donné, donc tout le monde croit et fait des communications sur ce merveilleux cheval, jusqu'au moment où quelqu'un s'aperçoit que le cheval est capable d'identifier les signaux subliminaux. Et que donc, il ne sait pas du tout que ça fait 7. Mais il sait que quand on arrive à 7, les gens s'attendent à ce qu'il s'arrête. Et donc, très très sensible, le cheval s'arrête. Et Goodfellow dit, peut-être que c'est à cause de ça, c'est de cette manière-là que les réseaux neuronaux marchent maintenant. Ils sont en train de percevoir des signaux qui n'ont pas de rapport avec le fond de l'histoire, mais qui sont très très bons pour aider à prédire.
Et il va donner cet exemple-là dans lequel, vous vous souvenez, vous avez la vache. Et brusquement, si la vache, elle est sur une plage, eh ben, on ne la reconnaît pas. Parce qu'on n'a jamais vu de vache sur une plage. Ok. Donc, quand il parle de... voilà, donc ça, c'était l'histoire de Hans le Malin. Et des erreurs. Donc, des erreurs, il y en a beaucoup. Et enfin, il y en a beaucoup. Non, enfin, pas tant que ça non plus. Hein. Mais, et donc, le fait d'expliquer, c'est un très bon plan, mais c'est une très bonne nécessité, mais je ne suis pas sûre que ça ne soit pas aussi une façon de se payer de mots. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'expliquer? Expliquer à qui? Qu'est-ce qu'on suppose que la personne à qui on explique sait déjà? Donc, je veux bien expliquer, mais là, pour le coup, je reviendrai sur je voudrais bien qu'on me donne la carte de l'explication, parce que le territoire, je ne le sens pas. Le fait d'arriver à la causalité, ça, c'est exactement le front de la recherche, c'est là-dessus qu'on en est en ce moment, et là-dessus, je serais ravie de discuter avec qui on peut. Donc, c'est le dernier slide. Il y a quelques lignes de force. Je pense que Daniel est revenu à plusieurs reprises sur le fait que est-ce que c'est l'IA ou est-ce que c'est le numérique? Et de fait, on a l'impression que l'une des transformations les plus profondes de la société était juste due au numérique, juste due à la numérisation, de fait de passer au scanner du numérique toutes les opérations humaines. Est-ce qu'il y a intelligence? Et il y a plusieurs formes d'intelligence. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'un texte objectif? Bon. En tout cas, du point de vue de l'information, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait qu'on reproche à l'IA les deux mots complémentaires qui sont d'un côté l'uniformisation et de l'autre côté la fragmentation. Quand vous êtes sur des plateformes, vous allez avoir l'effet d'atomisation de la bulle d'information qui vous fait croire que vous êtes votre opinion est la majorité et donc peut-être c'est pas la peine de tenir compte du reste du monde. L'uniformisation, ça c'est l'agrégation à la moyenne. Le fait qu'il y ait des données et que les données deviennent un sens d'accès au réel, comme la vision ou comme le toucher. Ça, c'est très rigolo, mais il y a des gens qui font presque de la mythologie des données, en considérant les données, ce sont des traces de toute l'activité humaine, c'est donc, etc., etc. Et je voudrais insister sur le fait que les données peuvent parfaitement être trompeuses. Donc là, c'est un exemple que je dois à Grégory Grevenstedt, que je trouve absolument superbe. Donc il décide de se servir du web pour savoir quelle est la couleur des choses. Bon, un test de perception. Et donc il va tester, en regardant le nombre de Google Hits, il va tester si les cerises sont rouges, si elles sont noires, si elles sont bleues, etc., etc. Et à la surprise générale, il trouve qu'il y a une proportion énorme des cerises qui est noire. Vous savez, les cerises noires, c'est les griottes. Et alors, c'est fort bizarre. Il n'y a pas 30% de cerises dans la vraie vie qui est noire. Et après un certain temps, l'explication qu'on peut proposer, c'est le fait que c'est tellement évident que les cerises sont rouges que ce n'est pas la peine de le dire. Et donc tout ça pour dire que dans les données, il peut y avoir quelques bonnes choses trappes et dont il importe de... Enfin, il ne faut pas prendre les données au pied de la lettre, quoi. Et maintenant, la question, une question, et puis j'aurai fini, c'est que face à l'IA, la question est de savoir comment est-ce que nous pouvons réagir à l'IA. Donc, je pense que je crois que c'est Samuel qui a parlé de la rage, d'une rage qu'on pouvait avoir... de la rage face à une IA ou d'une manière générale une machine. Je pense qu'énormément des réactions qui s'expriment face à l'IA sont des réactions de compétition. Okay, il y a des gens qui disent que après la blessure narcissique de constater que
la Terre ne tourne pas, que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, et puis l'inconscient et quelques autres petites choses comme ça. Maintenant, il y a brusquement l'intelligence artificielle qui est très, très énervant. Et la question est aussi à la fin de savoir comment est-ce que nous pouvons nous servir de l'IA en tant qu'un outil, en étant bien conscient que, comme beaucoup des outils précédents, l'outil modifie celui qui s'en sert. La seule différence peut-être, c'est la constante de temps, la rapidité avec laquelle ça se passe maintenant. J'ai fini la discussion. C'était super long. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Moi, j'aurais un peu une question concernant votre rapport à l'intervention de David, justement, sur la question des normes. Quel serait pour vous un exemple ou un endroit où pourrait se produire cette bifurcation normative dont parlait David, c'est-à-dire l'idée de dire que l'IA ferait autre chose que s'inscrire dans des normes déjà existantes, quitte à les optimiser, etc. Mais est-ce que vous voyez, vous, dans vos recherches, dans votre question de l'IA, un endroit où un type d'algorithme, je ne sais pas, vous parlez beaucoup d'algorithmes qui se répondent l'un l'autre, est-ce que c'est là, ou quelque chose où on pourrait dire quelque chose qui apparaît, une norme nouvelle, qui n'est pas juste, voilà, qui la preuve de cette réflexivité dont vous parliez, par exemple. Je vous redonne. Est-ce que la machine peut suggérer une façon différente de faire ce que nous faisons? Je pense que le domaine dans lequel je pense qu'il est le plus près de ça, c'est peut-être la causalité. La causalité est quelque chose qui est central en politique, mais aussi en médecine, parce que, grosso modo, l'un des problèmes, l'une des raisons pour lesquelles l'IA attire cette exubérance irrationnelle, c'est le fait qu'on va pouvoir passer de prédire à contrôler. Or, le problème, c'est que vous pouvez prédire en vous fondant sur des corrélations, mais vous ne pouvez pas contrôler sans vous appuyer sur un modèle causal. Là, les philosophes, mais là, je vais parler, et les scientifiques, d'une manière générale, s'intéressent à la causalité depuis longtemps. Mais la voie royale pour établir une causalité, donc les essais randomisés contrôlés, sont trop chers. Donc la question est de savoir si on peut utiliser les données telles qu'elles sont pour élaborer des modèles causaux. Et si on savait faire ça bien, je pense que ça serait l'équivalent d'une norme, ou en tout cas d'une définition de bonne pratique, pour savoir ce qu'on peut ou non faire dire aux données, au lieu de torturer misérablement comme on fait tout le temps. J'entendais pas norme dans ce sens-là, alors peut-être qu'on n'a pas le même... C'est-à-dire ça, c'est prescrire des normes à partir d'une analyse. C'est-à-dire ça doit être fait comme ça, parce que ça, c'est la causalité, on est arrivé à dire, et donc il faut faire comme ça. Moi, ces normes, je l'entendais, enfin, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, mais normes, moi, ce que j'entendais dans l'exposé de David, c'était plutôt... En gros, on dit à la machine ce qu'il faut faire, ou la fonction objectif, on va dire, des réseaux de neurones. Et ça, la machine, elle ne peut pas s'en affranchir. Il y a Simondon, il y a une citation de Simondon là, où il compare, en fait, il dit l'apprentissage par les machines, c'est du dressage plus que du... voilà, c'est parce que voilà, on dresse, et c'est pas de l'apprentissage au sens humain, parce que en gros, l'humain, il peut s'affranchir de cette fonction objectif
Et il fait la distinction entre ce qu'on lui dit d'être et ce que lui, il voudrait être. Enfin, ou en tout cas, et donc il y a ce truc qui est un peu mystérieux de qu'est-ce qu'on veut être qu'on n'est pas déjà. Enfin, voilà, mais qui est quelque chose qui est présent et qui là, pour la machine, enfin, moi, c'est que sous ce sens-là, ça, je vois pas d'exemple de ça, en fait. Je vois bien un exemple où la machine peut contribuer, mais parce qu'elle est guidée par des humains, et il faut dire, voilà, on va faire confiance aux causes trouvées de cette manière-là, et donc ça va devenir une nouvelle norme sociale, que c'est, je sais pas, tel médicament ou peu importe. Mais enfin, moi, je l'entendais pas dans ce sens-là, mais après, je sais pas quelle était la question. C'était dans ce sens-là. Okay, moi, je pensais plutôt au sens norme, enfin, ce que disait David, je crois, c'était plutôt, en gros, la machine qui s'écarte de la norme. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, est-ce qu'il y a des choses qui iraient dans ce sens-là? Je vois même dans l'apprentissage, je vois pas qu'on s'affranchisse de ça, mais peut-être que je loupe quelque chose. C'est-à-dire, non, est-ce que la norme définie comme la fonction objective et la machine va suivre ça ou autre chose? La norme qu'on lui a donnée, bon, ça c'est quand même une limite des machines par rapport à l'humain. Et sinon, juste pour ajouter, parce que ça va dans ce sens-là, j'ai bien aimé la toute dernière ligne sur, effectivement, est-ce que c'est une question de compétition, une question d'outils? Et c'est ça que j'ai essayé de dire aussi, que c'est ce qui m'intéressait le plus. Je ne nie pas les autres questions, mais ce qui me semble vraiment politiquement important, c'est plutôt comment on s'en sert, quoi, de ces bestioles-là, plus que comment on va les dépasser ou comment on va être sûr qu'elles ne vont pas nous dépasser. Bon, à la limite... Le problème, c'est l'échelle des normes objectives des machines dans ce monde global. Le problème, c'est normalement les machines, les normes n'est pas intéressant. C'est exactement, je suis d'accord avec Simondon et avec vous. Mais comme Rouvois et les autres ont dit, il y a le problème, c'est que ces normes inhumaines sont les origines, les fondations de notre société, en fait. Donc, je crois que les ouvrières d'Amazon Tech et de tout ça, mais pour machine learning, c'est juste les normes de cette économie capitaliste. Comment justifier cette question d'égalité et tout ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas l'état du monde, mais en fait, c'est d'imaginer quelque chose qui n'est pas. Donc, c'est une question assez différente. Pardon, oui, mais comment? Mais imaginer quelque chose, c'est aussi le raisonnement contrefactuel. Le fait d'être capable de se représenter comment serait le monde si les normes étaient différentes. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est la capacité d'imagination. Donc ça, c'est lié à la causalité. Il y a ça. Et il y a le deuxième point qui est être capable d'évaluer si le monde contrefactuel serait ou non mieux. Mais à mon avis, dans la définition des normes, il y a ces deux points. Il y a être capable d'imaginer ce qui n'est pas et il y a être capable d'évaluer. Évaluer mais de fonder aussi. C'est de fonder. Ah oui, non, mais fonder. Mais je ne veux pas non plus qu'ils apprennent le pouvoir. C'est la question politique. Oui. De fonder et de défendre ces normes. Oui. Moi, je veux bien rebondir juste sur un point à partir de votre présentation, Pablo. C'est la question de l'invisibilité. Vous aviez parlé, entre autres, en faisant référence à la main invisible, du fait que finalement,
ce qui était aussi important, ce n'était pas tant que la main, mais aussi le fait de la laisser invisible pour permettre finalement de conserver une forme d'idéologie régulatrice. Donc ça m'amène, alors pas du tout dans la lignée de ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais plutôt sur la question de... parce que je crois, vous me le confirmerez, mais que pour les processus de l'IA, et en particulier de machine learning ou deep learning, parfois on arrive à des résultats, mais on ne sait pas trop comment on arrive à ces résultats. Donc on sait, alors de l'autre côté, il y a donc les big data, les données, et ça on sait par exemple qu'aujourd'hui, face à la masse de données, une des appréhensions possibles de ces données, ça passe par la visualisation. Donc par un mode qui est un mode, on va dire, plus synoptique, ou en tout cas un mode dynamique qui permet justement des modalités de représentation et d'action avec ces données qui permettent de les appréhender par certaines formes sensibles. Et donc, de l'autre côté, la question de la visualisation ou de la sensibilisation, non pas aux données mais aux processus, me semble assez importante. C'est-à-dire que comment précisément, avec une approche qui est une approche artistique ou de design, en tout cas qui a affaire plutôt avec des dimensions esthétiques, comment on peut arriver à traduire des processus ultra complexes pour permettre peut-être de les appréhender et pas simplement d'être soumis avec ce qu'on sait qu'on leur donne en entrée, et puis on a ce qui en sort, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux. Est-ce qu'il est possible à un moment donné de trouver des régimes sensibles qui permettent l'appréhension de ces processus hyper complexes? Donc ça me semble intéressant, à la fois comme question scientifique, mais qui a à voir aussi avec des problématiques artistiques qui sont toujours des problématiques de représentation et de sensibilisation, comme on pourrait dire. De ce point de vue-là aussi, c'est ce que je disais, je ne sais pas si j'étais compris, mais c'était la différence entre la première image que j'ai montrée, où on avait un résultat qui était celui sur lequel les obvious se sont arrêtés, donc voilà, après ils le nomment, etc. Mais ils s'arrêtent sur l'un des résultats parmi les centaines de milliers possibles qu'a donné le programme. Donc là, on stoppe, on fait une coupe dans le processus. Et il y a des tentatives autres qui visent à essayer de voir comment on peut arriver justement à incarner les processus, quoi, à leur donner, à donner de la chair au processus, quoi, si je puis dire. Ce que je connais qui ressemble plus à ce que tu dis, c'est typiquement le fait, quand tu as une chaîne algorithmique, c'est de regarder le morphing des résultats, l'évolution des résultats, quand tu agis sur un curseur. Donc là, tu peux avoir l'impression que tu comprends. Mais tu vois, le problème, c'est que je ne suis pas sûre que je crois qu'on puisse rendre intelligible un processus complexe autrement qu'au niveau de l'analogie. Et après, il y a le fait de le rendre intelligible ou de le rendre, excusez-moi, sensible. C'est-à-dire que c'est peut-être... ça, je comprends bien que pour des scientifiques, c'est plus intéressant de rendre intelligible. Mais est-ce qu'à un moment donné, le passage par le sensible ne permet pas aussi une forme une forme synthétique qui permet des appréhensions? Oui. L'intelligible appelle des formes analytiques face à un monde qui est d'une telle complexité que l'analyse devient elle-même très complexe. Et donc, à un moment donné, on se perd dans nos propres repères, en quelque sorte. Oui. Alors que peut-être qu'il y a une voie sensible qui, certes, ne permettra pas d'être précis, mais peut permettre peut-être des appréhensions qu'on n'aurait pas autrement. Oui, mais je suis parfaitement d'accord. Mais voici, à mon sens, là où est le diable dans le détail. Par exemple, j'ai une collection de données. Okay. L'œil humain est probablement le meilleur data analyst qu'on puisse voir. Donc, si je suis capable de transformer ce sac de millions de données en une image, je vais voir quelque chose. Le seul problème, c'est que pour arriver à faire ça, j'ai besoin de la notion de ce que c'est qu'une distance. Et définir la distance entre deux éléments, deux items des données, ça incorpore des biais, c'est totalement invisible, bref, c'est d'une opacité épouvantable. Donc c'est plutôt, donc dans un cadre comme ça, typiquement, je vais essayer de commencer avec une distance, disons, euclidienne des familles, je vais voir ce que ça donne,
et je vais probablement sélectionner ma distance sur le fait que ça me donne ou non quelque chose de compréhensible, de sensible. Parce que la question, c'est pour ça que je repartais de votre intervention, c'est que derrière tout ça, le fait que finalement c'est invisible, c'est une boîte noire, c'est pas appréhendable, c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le système financier mondial, il repose en grande partie sur ça, c'est-à-dire que qui arrive à avoir ne serait-ce qu'une appréhension un peu de comprendre ce qui se passe, bah, c'est de plus en plus compliqué. Donc cette référence à la main invisible et au fait que les choses finalement, c'est pas qu'est-ce qui échappe à l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui échappe à l'humain par l'intelligence artificielle. Et donc du coup, ce qui échappe permet aussi en retour, de construire des formes d'idéalisme qui peuvent servir certaines idéologies, en l'occurrence les idéologies libérales, quoi. Donc on voit, pour moi, il y a dans votre intervention, on sent ça, on sent cette... C'est tant mieux si on le sent. Mais le sensible, effectivement, alors je ne sais pas, c'est des vastes sujets, mais le sensible, c'est après comment on construit quelque chose de commun. Parce que l'intelligible a cet avantage-là, enfin en partie en tout cas, d'être plus facilement partageable et donc politiquement de faire collectif. Le sensible peut-être aussi, mais d'autres manières, enfin je ne sais pas, disons c'est ce que ça m'évoque en tout cas, cette tension entre sensible et intelligible. Mais donc voilà, je pense que tout est bon à prendre quand même c'est mieux qu'invisible, ça c'est clair.